7h-9h, les matins de France Culture. Chloé Cambrelin. Nous avons parlé avant 8h ce matin des États-Unis face à la guerre en Ukraine avec le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden la nuit dernière. Dans cette deuxième partie des matins, nous parlons de l'Europe, de l'Union européenne face à cette guerre. L'Union européenne qui vit un tournant, qui joue son destin, a dit hier la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Bonjour Isabelle Davion. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, membre du laboratoire CIRIS, Identité, Relations internationales et civilisation de l'Europe. Et vous êtes co-auteur de Bataille, une histoire des grands mythes nationaux, publié aux éditions Belin fin 2020. Avec nous en studio, Sylvain Kahn, bonjour. Bonjour. Docteur en géographie, professeur agrégé d'histoire à Sciences Po, auteur de L'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, publié au PUF à la fin de l'année dernière, la fin 2021. Isabelle Davion, comment qualifier ce moment que vit l'Europe ? Vous disiez samedi dans le journal La Croix, l'Europe n'est pas en guerre, mais c'est un fait, il y a la guerre en Europe. Oui, effectivement, je crois que tout le monde a ce sentiment tout à fait juste de vivre un moment historique, ne serait-ce que par rapport à la question de la construction européenne. Dans le fond, cette construction européenne, durant toute la guerre froide, avait une priorité, c'était bien de se montrer comme une puissance pacifiste en construction. C'était très important pour rassurer les soviétiques, c'était très important aussi d'une certaine manière pour rassurer les Américains sur le fait qu'on ne leur contestait pas cette hégémonie militaire sur le continent. Et puis là, il y a tout à coup une nécessité, alors non pas de modifier cet ADN pacifiste de la construction européenne, mais en tout cas de montrer quelle est la position face au fait de guerre qui est de retour sur le continent européen par cette agression contre une frontière internationale, puisque la guerre, on l'a eu en ex-Yougoslavie, ça on se le rappelle très bien, mais là, il y a ce choc d'une agression non provoquée d'une puissance contre une autre, traversant une frontière internationalement reconnue. Cette guerre qui donne une position, un rôle à l'Union européenne très particulier, de première ligne. Sylvain Kahn, il y a une réalité géographique aussi qui veut cela, qui impose cela même. Oui, bien sûr, cette réalité géographique, on peut l'avoir bien en tête, la signaler avec deux faits. Le premier, c'est 2230 km de frontières communes entre la Russie et l'Union européenne, auquel il faut ajouter les presque 1000 km de frontières communes entre l'UE et l'Ukraine. Bon, voilà, donc effectivement, comme ça vient d'être dit, le conflit est aux portes de l'UE. Et le conflit est aux portes de l'UE. En effet, la comparaison avec l'ex-Yougoslavie est intéressante. L'ex-Yougoslavie, c'était aussi un conflit aux portes de l'UE. Mais ici, il y a une différence majeure, c'est que la Russie est là, selon les décomptes, la première ou la deuxième puissance nucléaire du monde. Et il faut avoir en tête que, enfin tout le monde l'a en tête d'ailleurs, mais simplement on n'était plus habitué que depuis 2 mois, le président Poutine évoque de manière explicite, et ça c'est assez rare dans l'histoire, du monde et de l'Europe depuis 1945, de manière explicite, la possibilité d'engager un conflit nucléaire. Le deuxième indice, c'est qu'il existe au cœur de l'Union européenne, enfin au cœur, sur le territoire de l'Union européenne, en l'occurrence au bord de la mer Baltique, entre la Pologne et la Lituanie, une enclave territoriale russe qui s'appelle Kaliningrad, 460 000 habitants. France Culture, on connaît Kaliningrad parce que c'est l'université de Kaliningrad, de Königsberg précédemment, et donc la ville de Kant. Et tous les amateurs de foot connaissent aussi Kaliningrad parce que lors du mondial 2018 qui a été remporté par l'équipe de France, il y a 4 matchs qui se sont joués à Kaliningrad, de manière à bien rappeler que la Russie avait, on peut le dire, un pied territorial au cœur de l'Union européenne. Alors Kaliningrad, depuis 2015, c'est un endroit, donc un petit morceau du territoire russe au milieu de l'Union européenne, sur lequel sont installés des missiles SS-26, qui peuvent être chargés par des têtes nucléaires et qui mettent Berlin ou Varsovie à 7 minutes d'une destruction totale. Bon. Donc, effectivement, sans doute peut-on dire que l'Union européenne n'a jamais autant fait face au risque de guerre qu'aujourd'hui.
Et face à ce risque de guerre, Isabelle Davion, l'Union européenne avance, elle qu'on disait si lente, elle avance vite, elle se construit face à ce risque de guerre, à cette peur de la guerre même, peut-on dire, sans doute, avec des décisions politiquement très forte, et on pense bien sûr à cette annonce le week-end dernier de l'Union européenne qui débloque 450 millions d'euros pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes. On pense aussi évidemment à des pays au sein de l'UE, l'Allemagne au premier chef, qui opère un réel changement de doctrine. Alors oui, je voudrais juste rajouter quelque chose Bien sur ce sûr. qui a été dit sur la question nucléaire, c'est que malgré tout, des menaces nucléaires, on en avait eu avec Boris Eltsine, qui à partir de 1996 nous menaçait quasiment une fois par an de l'arme nucléaire. Je vous rappelle le surnom qu'il avait eu de président Folamour parce qu'il brandissait assez souvent cette menace. Alors en ce qui concerne ici votre question sur la construction sur l'Union européenne, je dirais que presque dès le départ, il y a une ombre portée de cette question de guerre, puisque la construction avait été accélérée à l'époque par la crise de Suez de novembre 1956, qui avait donné lieu d'ailleurs à une menace, alors pour le coup là en termes très voilés, d'utilisation de l'arme nucléaire par les soviétiques, et puis en l'occurrence à l'époque en fait ils n'en avaient pas les moyens, mais nous ne le savions pas. Maintenant, ce qui est le tournant ici actuel, c'est que vous avez d'une part des États membres qui, à titre individuel, si je puis dire, livrent des armes. Et là, tout le monde ne livre pas de l'armement officiel. Mais ici, tout à coup, une livraison qui est au nom de toute l'Union européenne, qui avance finalement à 27, c'est-à-dire qu'on n'a plus ni quelque chose d'individuel, ni une initiative qui serait bilatérale, par exemple franco-allemande, mais bien une progression qui est multilatérale. C'est un projet commun que cette livraison d'armes. Et en ce qui concerne le tournant, alors là, pour un historien, c'est quelque chose de très très étonnant, ce tournant de l'Allemagne du point de vue de sa politique de défense. Si on la met en perspective historique, ce qui est absolument passionnant dans ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est que jusqu'ici, l'Allemagne pensait avoir cette mission face à l'histoire, ou en tout cas cette responsabilité face à l'histoire, de ne pas avoir d'armée véritablement efficace. Lorsque la Bundeswehr a été créée en 1955, ce qui déjà à l'époque avait donné naissance au pacte de Varsovie, en réaction, je le rappelle, lorsque la Bundeswehr avait été créée en 1955, il avait été compris que ce devait être une armée la plus inoffensive possible, ce qui est presque un oxymore. Mais en tout cas, voilà, l'Allemagne se devait, face à l'histoire, d'avoir une armée la plus inoffensive possible parce que l'armée était vue comme une menace pour la démocratie. Et là, le tournant total, c'est que, au contraire, du point de vue de sa responsabilité devant l'histoire, l'Allemagne doit avoir une armée qui lui permette de défendre la démocratie. Donc vous voyez, là, il y a véritablement un retournement. L'Allemagne reste bien entendu un pays attaché aux négociations et certainement pas à l'utilisation de l'arme militaire, mais il y a quand même l'idée que pour négocier, il faut négocier en force et avoir donc les moyens éventuellement d'avoir recours à une autre solution si la négociation devait échouer. Et l'Allemagne, en tant qu'un des pays les plus riches du monde, se doit d'avoir un outil militaire qui soit à la hauteur et aussi à la hauteur d'ailleurs de ses engagements au sein de l'OTAN. Sylvain Kahn. Oui, alors effectivement, c'est tout à fait exact. Il y a manifestement un tournant ou une bifurcation très significative. En même temps, ce qui est intéressant quand on suit la construction de l'Europe, c'est qu'il y avait un certain nombre de signaux faibles. C'est-à-dire que bien souvent, quand il y a comme ça, comme en ce moment, quelque chose qui apparaît comme un surgissement ou un tournant, voire une rupture, il y a des éléments... Il y a des éléments de rupture, mais il y a aussi des éléments, pas forcément de continuité, mais en tous les cas annonciateurs. S'agissant de l'Allemagne, par exemple, disons, le moment où qui est aujourd'hui un grand tournant a commencé d'être amorcé. C'est à la fin des années 90, lorsque le gouvernement allemand, et déjà il y avait les Verts, puisque c'était Joschka Fischer qui était à l'époque vice-chancelier ministre des Affaires étrangères, avait autorisé l'Allemagne à participer à la coalition de l'OTAN qui a été bombardée la Serbie pour défendre le Kosovo.
Voilà. Deuxièmement, il faut voir que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est aussi le fruit d'une maturation ou d'une évolution, puisque depuis le traité de Maastricht, dont on célèbre le 30e anniversaire en ce moment, le traité de Maastricht, c'est quoi ? On en parle beaucoup pour l'euro. C'est en fait l'entrée de la construction européenne dans les compétences régaliennes. C'est-à-dire que donc, la monnaie, bien entendu, mais aussi la justice, la diplomatie, la police et la défense. Et depuis le traité de Maastricht, donc ça fait 30 ans maintenant, il existe une politique européenne de défense. Alors cette politique européenne de défense ne consiste pas à assurer la sécurité et la défense du territoire européen. Ça, c'est l'OTAN qui le fait et la quasi-totalité des pays membres de l'UE, sauf les neutres, qui sont 4, sont dans l'OTAN. Donc ça, c'est un choix qui a été fait dès 1949-50 par les Européens et qui a toujours été confirmé, même si de temps en temps, un pays, en l'occurrence la France, essaye de dire qu'on pourrait faire autrement, c'est de confier cette défense du territoire de l'Europe à l'OTAN. Voilà. Bon. Mais donc, il y a quand même une politique européenne de défense. Et donc, le fait que les armes soient livrées aujourd'hui, soient d'abord achetées en commun, alors entre parenthèses, c'est le financement qui comme est les européen. vaccins. Oui. Hein, oui. oui. Oui, hein, c'est-à-dire que il se passe quelque chose en ce moment. Oui, enfin pas tout à fait comme les vaccins, parce que les vaccins, c'était vraiment des achats groupés. Là, en fait, l'Union européenne débloque des crédits pour rembourser les États qui vont acheter des armes. Tout à fait. Mais comme vous le savez, pour les vaccins, avant l'achat des vaccins groupés, il y a d'abord eu le financement des laboratoires quelques mois avant. Enfin, vous avez tout à fait raison, Chloé Cambrelin. Hein, c'est pas exactement pareil. Et puis les vaccins, c'est pas des armes. Bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement la cristallisation d'un moment qui commence à se voir avec la lutte contre la pandémie, et qui d'une certaine manière se poursuit aujourd'hui. Et s'agissant en particulier de la guerre, aujourd'hui on est dans quelque chose qui est que les Européens ne font pas la guerre eux-mêmes, mais ils livrent des armes à un pays qui est en guerre, et effectivement ça c'est nouveau. Mais pour autant, depuis une trentaine d'années, il arrive aux Européens d'engager des opérations militaires sous le drapeau de l'UE. Ils l'ont fait en Afrique subsaharienne, en particulier au Congo, ou par exemple au large de la Corne de l'Afrique, pour mettre fin à la piraterie. Ils l'ont fait dans les Balkans occidentaux. Voilà. Donc, et la dernière chose, me semble-t-il, qu'on peut dire sur ce tournant européen et allemand, le tournant allemand étant le plus visible, c'est que comme il y a eu des manifestations très importantes ce week-end, on sent bien que le gouvernement allemand, qui est un gouvernement de coalition avec 3 partis, les sociodémocrates, les Verts et les libéraux, est très sensible au mouvement de l'opinion. Effectivement, on parlait de démocratie. Et donc, de la même manière que c'est les mouvements de l'opinion qui ont amené le gouvernement allemand à soutenir l'endettement commun pour lutter contre le Covid, de la même manière que c'est les mouvements de l'opinion qui ont amené en 2011 le gouvernement allemand à lâcher le nucléaire, aujourd'hui, les mouvements de l'opinion allemande sont suivis, si j'ose dire, de près par le gouvernement allemand qui soutient donc l'Ukraine militairement, non, pas par la guerre, mais par l'envoi de matériel, y compris létal. Isabelle Davion, oui, allez-y. Oui. Non, je voulais renchérir pour dire que effectivement, l'armée allemande a d'ailleurs participé à des opérations sur le terrain, mais c'était jusqu'ici, mais des opérations de soutien comme au Mali. Ou encore des opérations d'évacuation comme en Afghanistan, comme à Kaboul. Là, ici, il s'agit de mettre sur pied une armée qui soit capable de participer, je vais dire, à des combats de haute intensité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, on voit bien comment cette Europe avance dans le fond de crise en crise. Et Monsieur Kahn le rappelait, le traité de Maastricht qui donc se met en place aussi parce que le mur de Berlin est tombé, que l'Allemagne est en train de se réunifier. Et pourquoi est-ce que la politique étrangère, politique étrangère et de sécurité se retrouve dans le traité de Maastricht? C'est aussi parce que il a pour objectif d'enserrer cette Allemagne réunifiée dans un réseau d'engagement qui puisse, dans le fond, limiter sa nocivité. C'était ce que l'on en pensait à l'époque. Alors, Isabelle Davion, là, on parle donc d'une Europe qui avance dans la crise, effectivement, qui avance vite. Il y a la vitesse, il y a l'unité aussi dans la réaction face à cette guerre en Ukraine, alors que, et c'était encore visible jusqu'il y a peu, la position vis-à-vis de la Russie n'était pas la même d'un bout à l'autre de l'Union. La nature des liens n'était pas les mêmes, y compris pour des raisons historiques, bien sûr. Donc là, ce qui frappe aussi, c'est cette unité très forte.
Oui, ce qui frappe, c'est cette unité très forte, notamment pour certains pays, vous le disiez à l'instant, qui ont des relations, alors déjà une histoire très lourde, et puis aussi des relations, je dirais, beaucoup plus quotidiennes et beaucoup plus directes que nous pourrions, nous, avoir en Europe de l'Ouest. Je pense notamment, par exemple, au cas de la Hongrie. Nous avons un gouvernement de Viktor Orban qui avait plutôt une politique, en tout cas de rapprochement avec la Russie, pour le dire vite. Et puis nous avons aussi une population hongroise, une opinion hongroise, qui n'était pas totalement enchantée par la politique menée par le gouvernement ukrainien jusque-là. Le gouvernement ukrainien était lancé dans, je dirais, une politique très dure à l'égard des minorités hongroises d'Ukraine, avec des opérations judiciaro-policières contre les associations de défense de culture hongroise, etc. Donc, en tout cas, des événements qui avaient profondément marqué l'opinion hongroise, qui n'étaient pas spécialement en sympathie avec l'Ukraine au moment de l'invasion. Mais d'une certaine façon, cette attaque russe a mis de côté ce genre de considération pour mettre en avant une unité, en tout cas sur un plus petit dénominateur commun, qui est encore une fois d'interdire de violer des traités internationaux. Parce que ce qui est quand même important de rappeler peut-être ici, c'est que la Russie, en envahissant l'Ukraine, a violé une dizaine de traités internationaux. Alors, et d'ailleurs, en plus de la constitution ukrainienne, bien entendu. Mais alors, c'est la Charte des Nations Unies, évidemment. Ce sont les statuts du Conseil de l'Europe, dont la Russie est quand même membre depuis 1996. C'est aussi la Charte pour une nouvelle Europe qui avait été signée à Paris en 1990. Et j'ajouterais, peut-être pour terminer sur ce point, c'est que cette unanimité en vue de l'accélération de la construction d'une Europe de la défense, elle se fait sous l'effet d'une crise, puisque effectivement une crise est toujours un accélérateur de tendance, mais elle se fait en tout cas, peut-être la question peut-elle être posée, aussi du fait de l'absence du Royaume-Uni, qui a toujours été un État membre tout à fait réticent sur cette construction d'Europe de la défense, une réticence, pour le dire vite, qui se ferait par loyauté vis-à-vis de l'OTAN. Donc une Europe de la défense, oui, mais qui serait uniquement un pilier européen de l'OTAN sans autonomie. Voilà quelle était à peu de choses près la position britannique. Et là, d'une certaine manière, il y a quand même un verrou qui a sauté. Alors, il faut parler aussi de la responsabilité européenne, au-delà de cet aspect militaire de défense. Sylvain Kahn, on a ces images très frappantes hier quand même au Parlement européen de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, en visioconférence, qui depuis son pays en guerre s'adresse aux députés européens, qui leur demande de prouver que l'Europe est avec les Ukrainiens, qui leur dit « ne nous lâchez pas ». Il y a tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et puis il y a aussi ce président qui interpelle au nom de son peuple l'Union européenne et qui lui dit aujourd'hui on a besoin d'être avec vous. Et d'ailleurs, ce matin, il y a une déclaration encore de Volodymyr Zelensky qui réclame davantage de soutien à la candidature de Kiev à l'UE et dit que l'heure n'est pas à la neutralité. Alors en effet, l'UE a peur, vous l'avez dit, les Européens à la fois ont peur et se sentent solidaires. Mais ceux qui sont envahis, ceux qui sont en guerre, ceux qui sont sous les bombardements, ce sont les Ukrainiens. Et bien entendu, le fait que les Européens se sentent, on va dire, agressés dans leur identité ou dans le fait qu'ils réalisent à cette occasion qu'ils font société et que les Ukrainiens font partie de la société européenne, ne doit pas effectivement nous faire oublier que le pays qui est en guerre et la population qui est agressée, il y a quand même quasiment 1 million de réfugiés maintenant, 500 000 personnes ukrainiens qui fuient et qui sont dans les pays européens de l'UE, et puis 1 million de réfugiés internes, comme on dit. Donc ce sont les Ukrainiens qui sont au front, et qui résistent très courageusement. Donc dans ce contexte, effectivement, le président Zelensky demande à ce qu'il y ait une procédure accélérée d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Alors il faut bien voir que là aussi ça s'inscrit dans quelque chose, c'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'un certain nombre de gouvernements de plusieurs États membres de l'Union, et en particulier la Pologne, mais c'est aussi un peu le cas des pays baltes, plaident au sein de l'Union européenne pour
lancer la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Et là, vous voyez, je prends un peu je fais un peu des circonvolutions, parce que on sait très bien que l'adhésion, l'entrée d'un pays dans l'Union européenne, c'est toujours un processus qui prend quelques années. Alors au minimum, c'est 3-4 ans, quand il s'agit par exemple, en 1995, de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. Mais quand il s'agit par exemple des anciens pays, des anciennes démocraties populaires, des anciens pays de l'Empire soviétique, ce qu'on a appelé à l'époque l'Europe de l'Est, le grand élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale, ça a quand même pris 15 ans, si vous voulez. Donc, ce que demande Zelensky, c'est effectivement sous le coup, on va dire, d'une demande de solidarité. Il demande aux Européens, il les prend au mot quand les Européens disent qu'ils sont solidaires. Est-ce que le fait de faire rentrer du jour au lendemain l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est ça la meilleure manière d'être solidaire? Ça mérite un débat. Et deuxièmement, il y a une question quasiment existentielle. Il existe dans le traité de Lisbonne, cette fois, donc le dernier traité, si j'ose dire, qui lie les pays membres au sein de l'Union européenne, une clause d'assistance mutuelle, comme dans l'OTAN. Ça vaut aussi pour les pays neutres. Ça veut dire que, par conséquent, imaginons que demain ou que la semaine prochaine, l'Ukraine rentre dans l'UE, ça veut dire que, de facto, tous les pays de l'UE doivent entrer en guerre contre la Russie pour porter assistance à l'Ukraine. Donc, c'est très probablement ça, bien entendu, que Zelensky a en tête, ou sans doute, en bon négociateur qu'il est, il met la barre très haut pour obtenir quelque chose qui ne soit pas rien. Et puis, juste peut-être, pour faire allusion au point précédent de la discussion, quand bien même on ne déclare pas la guerre ou on n'entre pas en guerre, en l'occurrence ici en Ukraine, aux côtés des Ukrainiens face à la Russie, il y a des moyens militaires qui sont en général discrets et pas connus de s'engager dans un conflit militaire auprès d'un pays ou d'un peuple qu'on soutient. Ça existe. Isabelle Davion, sur cette question, sur cette demande, en tout cas, d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et puis aussi sur ce président. Je reviens sur ce qu'on a vu hier au Parlement européen, mais ce que l'on voit finalement tous les jours sur les réseaux sociaux, ce président héros qui fait la guerre et qui nous interpelle. C'est aussi par cette figure-là que l'on voit d'ici, de chez nous, cette guerre qui a lieu pas très loin. C'est aussi parce qu'on voit ces images, et ces images de lui notamment, que peut-être on se sent proche de ce qui se passe. Oui, absolument. On a un président qui a su très très bien dès le départ mobiliser l'opinion publique internationale. C'était important parce que dans le fond, toutes ces apparitions, ce personnage qu'il a développé, a nourri dans les opinions publiques, alors en Europe en tout cas c'est sûr, l'idée qu'il existait des motifs légitimes, des motifs même honorables de porter secours à l'Ukraine. Après, la question est sur quel mode. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la totalité des discours de Zelensky ont presque légitimé même un devoir d'ingérence, éventuellement, si des gouvernements avaient voulu intervenir un petit peu plus directement auprès de la résistance ukrainienne. Après, au-delà de cela, il y a la question de cette candidature accélérée auprès de l'Union européenne, et cela a été rappelé. La procédure peut être très longue, elle est décrite par l'article 49 du traité sur l'Union européenne, et surtout, elle pourrait faire tout de même éclater cette belle unanimité que l'on observe pour l'instant entre les 27 États membres de l'Union. On a des États qui sont extrêmement favorables à cette intégration. Votre invité le rappelait, c'est le cas de la Pologne, qui depuis le début, même avant même que la Pologne soit d'ailleurs membre, elle en parlait. Et puis vous avez des États qui seraient sans doute beaucoup plus réticents, notamment si cette intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne passait pour, dans le fond, une espèce de référendum anti-russe. Là, il y aurait une posture que certains États n'accepteraient pas d'adopter, c'est sûr. Parce que je rappelle quand même que ne serait-ce qu'avoir le statut de pays candidat officiel, ça passe par le Conseil européen, qui doit reconnaître ce statut officiel sur recommandation de la Commission européenne et après approbation et du Parlement européen et du Conseil européen. Sylvain Kahn, pour conclure vraiment très rapidement. Juste rappeler que l'Ukraine est un pays associé à l'UE. Il y a un statut officiel. Donc, il y a déjà des liens forts qui existent et qui ont été formalisés sur le plan juridique.
Et on se rappelle aussi que c'est justement au moment où le président Yanukovych, à l'époque, avait tourné le dos justement à cet accord d'association que ça avait déclenché Euromaïdan. Déclenché Euromaïdan et l'annexion. Et la suite. Voilà. Et puis depuis, effectivement, cet accord a quand même été signé par l'UE et les Ukrainiens. Merci à tous les deux. Sylvain Kahn, docteur en géographie, professeur agrégé d'histoire à Sciences Po, auteur de l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, publié au PUF. Et merci beaucoup à vous également, Isabelle Davion, historienne, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, co-auteur avec Béatrice Heuser de Bataille, une histoire des grands mythes nationaux. C'est aux éditions Belin.